là où le moment où j'avais pu avoir une présentation suivie, c'est après c'était au moment où je vous disais qu'il y avait un lâcher-prise, que ce lâcher-prise c'était un relâchement des défenses, que le relâchement des défenses avait comme effet de laisser revenir une réactivation des traces nécessites des expériences qui n'ont pas encore été intégrées. Hein. Vous vous souvenez de modèle? Première urgence, la mainmise, juguler une situation de sécurité ou une situation de décompensation ou une situation qui réactive la situation initiale, et puis il y a quelque chose qui fait retour. Alors, ce retour, c'est aussi quelque chose que j'ai eu le temps de dire, qui s'effectue, alors ça c'est quand même un énoncé tout à fait important, qui s'effectue de manière hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a une réactivation. Alors j'avais dû évoquer les phénomènes de reconsolidation de Christina Alberini, j'avais dû évoquer les circuits réentrants de Gérald Edelman. Hein. Il y a quelque chose qui revient et qui revient sur fond hallucinatoire. Ça, c'est un point très très important et on a des très belles confirmations d'une série de travaux de neurosciences. Jusqu'à présent, le problème c'était, il y en a qui hallucinent, ça c'est la psychopathologie. Maintenant, la question qui est posée, c'est comment peut-on ne pas halluciner? Parce que l'hallucination apparaît comme un mécanisme absolument fondamental et essentiel du fonctionnement psychique. Alors, bon, on a différentes réponses, comment ne pas halluciner, on peut réduire les intensités un peu, on peut avoir des phénomènes correcteurs ou régulateurs, mais la meilleure réponse, c'était celle qui va aboutir au modèle que je vous propose. L'idée de Freud, dans un premier temps, est pratiquement jusque dans Construction et Analyse, mais ça commence à être ébranlé à partir de 1924 chez Freud. Il pressent qu'il y a un truc qui ne va pas très bien dans son opposition. Là, elle est à son acmé en 1915. Cette opposition, c'est ou j'hallucine ou je perçois. Et alors vraiment, si je perçois, j'hallucine pas. Et si j'hallucine, je perçois pas. Et donc, il faut expliquer pourquoi on ne perçoit pas. Et c'est l'hallucination négative. Hein, et puis, dans Construction et Analyse, il y a quelque chose qui bascule. Et ce qui bascule, c'est que Freud se pose la question de retour d'expérience, non pas sous la forme de souvenirs, mais sous la forme d'une coloration particulière de certains détails perceptifs ou sensoriels. Vous avez un terme qui arrive chez lui, qui est l'excessivement clair. On n'a pas le temps. Autrement, je ferai une histoire excessivement claire chez Freud, parce que c'est quelque chose qui arrive très tôt dans sa pensée, qui arrive très tôt à l'époque où il est encore tout à fait dans les traces de Moreau de Tours. Moreau de Tours, c'est un penseur milieu du XIXe siècle, et Moreau de Tours dit très clairement l'hallucination, c'est le retour d'expérience antérieure. Alors, 93, 94, 95, il est sur cette position-là. Là, on voit arriver la question de l'excessivement clair dans sa pensée, et puis il dit, mais non, c'est le fantasme, c'est le rêve, il part sur l'hallucination, la réalisation du générateur du désir, et tout ça, ça s'éloigne. Et puis, on voit revenir ça. Et là, Freud dit de ce coup, je suis en train de comprendre la politique de la c'est le retour d'expérience précédente à une époque, dit Freud, où le sujet s'avait à peine parlé, précédant l'apparition de Marie. Et c'est un retour hallucinatoire. Et Freud continue en disant, et c'est le point que je vais reprendre pour commenter, là c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire, que en quelque sorte cette hallucination va venir se déguiser dans la situation actuelle. Alors, il ne dit pas que ça va venir se déguiser, il dit, si vous voulez bien comprendre
la psychose, il faut partir de l'idée qu'il y a un noyau de réalité ou de vérité historique à l'intérieur du délire qui s'est déguisé. Donc, autrement dit, si je prends un rebours, c'est que l'expérience hallucinatoire est juste déguisée dans la perception. Vous avez manqué un bout d'histoire. Le café ou l'historique. Mais ça fait rien parce que j'avais fait un préhistorique. C'était l'historique de ce que j'avais déjà raconté. C'était juste un rappel. On peut se réchauffer aussi bien avec du café que du café. Alors on en est là, et on en est à la question suivante. Il peut donc y avoir une superposition d'un processus hallucinatoire et d'un processus perceptif. Mon hypothèse globale, c'est que cette vision très juste qu'a Freud à ce moment-là, et qui va être l'implicite de toute la pensée médicale, parce que tout le système entrepris suppose la coïncidence d'un processus hallucinatoire et d'un processus perceptif, que c'est la clé du processus de symbolisation. Alors, j'en reviens au épisode précédent. Le sujet, dans une situation, on va prendre une situation de jeu, une situation de sécurité suffisante, relâche les défenses de maîtrise qu'il avait mis en place contre les traces d'une expérience qu'il n'avait pas encore intégrée. Quand il relâche ces défenses, dans ce climat de sécurité suffisant, à ce moment-là, il y a une activation hallucinatoire. Et si la situation s'y prête, cette hallucination va venir se loger dans une perception rituelle. Si on pense à un modèle du jeu, on a exactement le processus par lequel un enfant va venir loger quelque chose de son expérience intérieure à l'intérieur d'un jeu, d'un objet, d'un jouet, d'un objet. Moi j'aime bien le terme de Francis Ponge d'objet. C'est un objet pour jouer, c'est aussi le jeu comme objet. C'est pas du tout l'utilisation qu'en fait Francis Ponge, mais ça c'est ce que moi je fais de ce terme. Alors, en fait, on est devant la question suivante. À quel compte une expérience hallucinée peut-elle se loger dans une perception? Je prends le contre-exemple, que j'avais déjà évoqué, mais qui est vraiment très parlant. Est-ce que je peux halluciner la douceur d'un sein dans le tranchant d'un couteau en céramique? Non. Et il faut qu'il y ait ce que j'appellerais une complaisance perceptive. Il faut qu'il y ait quelque chose dans les propriétés perceptives de l'objet qui soit un peu attracteur du processus hallucinatoire, qui ait suffisamment d'éléments communs pour que l'illusion que je suis arrivé à loger quelque chose de mon expérience historique dans cet objet-là, que cette illusion prenne. Oui. Ah ben ça s'appelle l'objet. Alors, on est dans cette question. Alors cette question-là, c'est la question clé, c'est-à-dire qu'il y a, en gros, il va y avoir deux réponses. Soit on dispose d'objets qui ont des propriétés particulières qui sont telles qu'elles accueillent beaucoup de processus hallucinatoires. Par exemple, la pâte à modeler. La pâte à modeler, dans mon expérience, il y a quelque chose de long, d'effilé, d'un peu tordu, je le loge dans la pâte à modeler. J'ai quelque chose qui est une expérience subjective en boule, je le loge dans la pâte à modeler. Il suffit que je modifie la forme de la pâte à modeler. Donc je peux même modeler l'objet extérieur pour venir loger plus facilement quelque chose des propriétés sensorielles de mon expérience. Ça, c'est toute la ligne du médium malléable. Et l'intérêt du médium malléable à l'intérieur de nos pratiques et de toutes les médiations médium malléables, c'est qu'on va proposer au sujet, on va lui dire, allez, viens halluciner chez moi, je te propose un objet qui sera complaisant avec ton hallucination. Il suffira que tu le transformes un petit peu pour qu'il soit conforme, ou alors travaille à rendre cet objet suffisamment conforme à ton expérience hallucinatoire. On comprend pourquoi
voix, il y a du prescriptif du côté de la position du psy, qui est d'être neutre et bienveillant. J'accueille ton hallucination, et je suis suffisamment neutre pour que tu puisses y venir y loger, que je suis silencieux parce que extraordinairement sadique et que je te laisse baigner dans ton jus, que je suis silencieux parce que je suis extraordinairement accueillant et à l'écoute de ce que tu veux dire. Les éléments donnés peuvent être médium malléabilisés au gré de la fantasmatique et du processus hallucinatoire de l'autre. Effectivement, plus on va donner des caractéristiques précises de soi, et plus on va restreindre, en quelque sorte, cette possibilité d'être utilisé. Alors, bon, on voit quand même les implications, et on voit aussi pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, parce que c'est pas très agréable d'être pris pour le sadique de service qui se repède et... bon. Freud de Lomora, deuxième séance de Lomora, où il apparaît que la représentation que Lomora se fait de Freud, de la situation politique, c'est exactement superposée à la scène de la torture chinoise qu'il a emmenée, puisque je vous raconte ça rapidos, ça vous voyez, bon. Donc, vous savez que Lomora vient parce qu'il est hanté par une image terrifiante, c'est que la femme qu'il aime, le capitaine Cruel à qui il doit quelque chose, il y a peut-être, enfin, je passe sur le détail, le capitaine Cruel va se venger en faisant subir à la femme que Lomora aime le supplice des rats, c'est un supplice chinois, c'est un supplice horrible, on prend le supplicié, on l'assied sur une chaise avec un bocal et des rats affamés dedans, et le rat au bout d'un moment n'a plus aucune issue que de rentrer dévoré par l'anus l'intérieur du sujet, voilà le supplice de il est hanté par ça, il demande pourquoi il va démarrer son analyse pour traiter ça. Freud le voit une fois, il dit allez demain, on commence, le lendemain il s'allonge, et le Lomora c'est que Freud va pouvoir l'aider. Première association de Lomora que je présumerais par un méfiez-vous de vos amis. Alors, ça se présente sous forme de le patient 7, Freud, une théorie des situations traumatiques. Alors, il dit, je vais vous raconter ma première situation traumatique, en gros, rien ça. C'était un docteur Lévy, tiens, un docteur Lévy, c'est un juif. Un docteur Lévy. Enfin, il est docteur en droit, mais néanmoins, un Lévy, on est quand même dans la science juive, on est dans le monde juif. Hein, bon. Un docteur Lévy, alors ce docteur Lévy s'est rapproché de lui, il lui a dit, oh non, on va devenir de très grands copains, il a cru que c'était son très grand ami, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en réalité, ce docteur Lévy, il n'en avait pas cette appréciation-là. Et qu'il ne comptait pas. Et qu'il était là que pour s'approcher de la sœur en question. Un bon entendeur salue. On croit, je crois qu'on s'intéresse à moi, mais c'est pas à moi qu'on s'intéresse, c'est le monde féminin. C'était la féminité, c'était ma sœur. Première association, d'emblée. Méfiez-vous de vos amis. Méfiez-vous des gens qui vous veulent du bien. Méfiez-vous des gens qui se rapprochent de vous en disant mais si, je vais t'aider, tu vas voir. Et suit une série d'associations où toujours le mot dire, je vais vous raconter des situations traumatiques. Quand j'étais petit, alors situation traumatique, séduction, on va avoir à défiler les bonnes de la maison. Alors les bonnes de la maison, ça se termine tout le temps comme ça. Séduction, déception. Les bonnes de la maison, il y en a une qui le laisse rentrer sous ses jupes et aller explorer ce qui se passe. C'est lui le petit rat qui va voir ce qui se passe dans les intérieurs. Bon, alors elle est excitée, le gamin, etc. Et puis un beau jour, elle entend la fille dire à une autre des domestiques de la maison, avec Sergueï, il faut malade, normalement ça serait pas possible. Peut-être avec son frère, c'est possible. Et il s'est retrouvé ses jupes, enfin quand même dans un contexte aussi sexualisé, pour le faire peut-être qu'elle lui a dit, écoute, viens visiter un peu mes intérieurs, et pam, un coup sur la pelouse, et puis il est trop maladroit. Et il y a plein de situations comme ça qui sont évoquées. C'est-à-dire des situations où il va explorer la féminité, le féminin, et il se fait blesser par le féminin.
fin de la première séance. Je voulais vraiment résumer la contrainte et je pourrais vous le faire en détail, mais on aura pas le temps. Je pourrais en finir une fois. Les deux premières séances de Lemora. Mais lisez le verbatim des deux premières séances de Lemora, avec les hypothèses que je vous propose, c'est d'une clarté extraordinaire. Deuxième séance, ce supplice, ça arrive d'être raconté. Parce que le moral avait dit qu'il était hanté par quelque chose, mais il ne peut pas. Et là, il commence à vouloir essayer de le raconter, il ne peut pas, il est pris d'une angoisse extrémiste, il est vivant, et froid et froid. Freud lui dit, en gros, je comprends bien que ça vous est difficile, mais vraiment, si vous ne vous dites pas, moi je ne peux pas vous aider. Et il a une formule terrible du style autant me demander d'aller grimper sur la Lune. Enfin, en allemand, ça doit être quelque chose comme de bois de comète. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile à dire? Si ce n'est parce que sa représentation de ce qui est en train de se passer, c'est Freud étant un rat qui est derrière moi, qui peut rentrer à l'intérieur de mon intérieur et qui va venir imiter, se nourrir de mon intérieur. Cette représentation, c'est la représentation même de la situation, de ce qui vient mettre au foulet de l'inconscient et qui va produire une angoisse. On a des petits signes d'ailleurs tout à fait intéressants de la chose. C'est qu'un peu plus tard dans la séance, si vous suivez la séance, la deuxième séance, vous disiez que les deux premières séances, ça suffit. Dans le courant de la deuxième séance, Lemora fait un lapsus, et au lieu de dire oui, docteur Freud, il dit oui, mon capitaine. Le capitaine, c'est le capitaine cruel, c'est celui qui va raconter le supplice. Oui, si c'était. Voilà, donc. On peut être pris comme le capitaine cruel. On peut être pris en tant que clinicien comme un énorme séducteur qui va venir se repaître de vos histoires. Je me souviens d'une patiente qui avait eu des séductions sexuelles par son beau-frère, qui ne pouvait pas elle était en face à face, qui ne pouvait pas me les dire pendant un an ou deux, parce qu'elle avait peur que j'en jouisse. Elle avait peur que d'une certaine manière, me le dire, c'était le faire. Et pourtant, Dieu sait si j'essayais de présenter un accueil neutre à tout ce qu'elle pouvait me dire. Au bout d'un moment de ce travail-là, quand même, elle a pu petit à petit me parler de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que la question, la fonction médium malléable du clinicien, elle est là, je peux accueillir, non pas le dire des choses, mais ce qui, dans le dire, est un retour de la chose elle-même. Il faut venir pouvoir, vient loger en quelque sorte ton retour hallucinatoire de ton expérience traumatique à l'intérieur de moi. Alors vous comprenez que si je suis là, mettons Freud, première séance de Lemora, qui commence à lui dire, mon pauvre vieux, alors il vous a fait ça, oh non, mais alors vous savez, ce docteur lui dit quelque chose qui commence à lui dire, non, mais alors, en aucun cas, moi, je peux être ce capitaine cruel, hein, vraiment, alors, il ne va pas venir transférer, viens pas transférer cette image sur moi, moi ici, je suis tout bon, tout aide. Alors, vous voyez qu'effectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas parler. Donc, autrement dit, ça passe par le transfert, la réactivation, mais la réactivation, elle suppose, effectivement, cette fonction médium-malléable. Alors, fonction médium-malléable du clinicien, ou fonction médium-malléable d'un objet particulier. Fonction médium-malléable d'un objet particulier dans lequel je vais venir loger quelque chose de mon expérience. Ça, c'est le jeu des enfants, par exemple. On peut avoir un objet médium-malléable ou une fonction médium-malléable de l'espace. Par exemple, je fais rentrer un enfant à l'intérieur de la salle avec laquelle je travaille, il y a des petits téléphones, des boules, des balles en mousse, des Legos, etc. Il peut choisir de travailler un aspect particulier de son expérience subjective à travers le choix qu'il va faire d'un objet particulier.
Mais le choix de l'objet particulier nous renseigne sur le fragment d'expérience subjective qu'il met au travail. S'il veut mettre au travail une expérience, par exemple, d'un sein trop mou de sa mère qui ne le tient pas, qui l'envahit, etc., il prendra une balle mousse qui aura des propriétés, il ne va pas prendre un truc dur. Ou alors s'il prend un truc dur, c'est pour contre-investir la représentation de ce sein mou. Mais vous voyez, jamais un enfant ne se met à choisir l'objet qu'il choisit sans prendre en compte les propriétés sensorimotrices de cet objet. Sensorimotrice, c'est-à-dire au niveau de la sensorialité et au niveau de ce qu'il peut en faire. Alors là, arrêt sur image, quand il y a un objet qui a été choisi, d'une certaine manière, l'expérience commence à être transformée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus seulement hallucinatoire, elle est une hallucination qui se loge, en quelque sorte, à travers une forme d'objet, qui se loge à travers un processus transformationnel. L'hallucination prend corps, elle prend matière, elle se matérialise. Et c'est une première transformation. Et on peut dire que dans nombre de nos pratiques à médiation, ce qu'on vise, c'est cette première transformation. Et c'est bien une transformation parce qu'on n'est plus en face d'un processus hallucinatoire qui nous envahit, on est en face d'un processus hallucinatoire transformé par la perception qu'il a accueillie. On peut dire que d'une certaine manière, l'objet dans lequel il se loge, c'est l'amorce du processus de métaphorisation. C'est déjà une forme de métaphorisation de l'expérience subjective. Donc c'est déjà une première forme de symbolisation. Le premier mouvement de la symbolisation, le sumbolon, c'est le mettre ensemble d'un processus hallucinatoire et d'un processus perceptif. C'est le résultat, en quelque sorte, de cette double opération. Est-ce que ça a à voir avec l'objet transitionnel? Alors, l'objet transitionnel, c'est un cas particulier. Mais l'objet transitionnel, c'est une fonction particulière qui vient se loger dans l'objet. Là, je travaille un processus quelconque, quel qu'il soit. La première des fonctions de nos cadres à médiation, nos dispositifs à médiation, et d'où aussi déjà la première des fonctions du clinicien. Et quand vous écoutez un patient qui peut vous raconter quelque chose qui a été traumatique, le fait qu'il vous le raconte, qu'il le partage avec vous, que vous l'entendiez, que vous l'acceptiez, que vous l'accueilliez, c'est déjà une première expérience de transformation de l'expérience. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, l'expérience elle-même a été vécue dans la solitude, et que déjà, à être partagée avec un autre, surtout si l'autre est accueillant, s'il est affectif, s'il est touché affectivement par ce qui se passe, c'est-à-dire si l'expérience est partagée, déjà ça commence à fonctionner. Le partage d'expérience au niveau affectif, c'est vraiment la base, le fondement de notre travail de clinicien. C'est pas le tout du travail du clinicien. Si on s'arrête là, oh là, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je suis touché par ce que je dis, évidemment, c'est un peu court. Mais s'il n'y a pas ça, alors le reste n'a pas lieu d'être, en quelque sorte. N'a pas de sens. Donc vous voyez, l'externalisation, la matérialisation, déjà commence à avoir une fonction transformative. Je pense à une de mes patientes, alors je vais dire un quelque chose de plus. Je veux dire que l'objet ainsi transformé et porteur d'une partie de soi est un objet sacré. Le sacré, c'est ça. C'est la rencontre d'un processus interne du sujet qui livre, qui loge dans un objet quelque chose de tout à fait important pour lui. Là, on trouve quelque chose de l'objet transitionnel, la transitionnalisation de l'objet, et qui loge cette part de lui-même, précieuse parce que part de lui-même, qui la loge dans un objet matérialisable. C'est peut-être aussi pour ça que les objets qui peuplent les dispositifs psy ont un statut tout à fait particulier. Vous disiez qu'il fallait être suffisamment biodégradable, je ne pas trop mettre
des caractéristiques particulières, mais dans certaines conditions, c'est bien les caractéristiques particulières qui font que le sujet va s'ouvrir à cela plutôt qu'à l'autre. Mais c'est ça le médium malléable. Dans ces cas-là, c'est fournir ces conditions particulières. Ce que j'essaie de dire avec cette fonction médium malléable, c'est que je dois proposer quelque chose qui est capable d'accueillir le processus qui est halluciné et projeté par l'autre. Si c'est un objet mou, un objet mou. Si c'est un objet dur, un objet dur. Et il y a des moments où, en effet, on est médium malléable, paradoxalement, non pas parce qu'on est tout modelé, mais parce que il y a quelque chose qui résiste. Par exemple, les problématiques de la survivance. C'est-à-dire quand on est attaqué et qu'il y a lieu de survivre, la survivance de l'objet, c'est pas un objet qui se liquéfie, c'est pas un objet qui se délite, c'est un objet qui encaisse et qui survit. Vous voyez, ça c'est un point, c'est pour ça que c'est intéressant votre question, Réma. C'est que la question de la malléabilité, c'est pas une question d'être modelé, c'est vraiment la question de l'adéquation entre le processus hallucinatoire et le processus perceptif. Et c'est qu'il faut offrir. Donc il y a des patients, avec certains patients psychotiques, qu'est-ce qu'ils sont rassurés par le fait qu'ils ont enfin un cadre rigide. Mais bon, vous prenez un enfant autiste, il a une fluidité de son expérience interne. Il joue avec de l'eau, on va dire une matière psychique qui est liquide. Si vous ne le ferez pas un contenant de conception, il se délite, il se liquéfie. Donc ces enfants-là, ce dont ils ont besoin, c'est déjà d'un cadre qui les aide à donner forme à une matière liquide. Mais si ça s'est acquis chez les enfants et que vous leur offrez rien d'autre, bon, vous avez un enfant, mettons, il a 1 an et demi, il a commencé à intégrer la possibilité d'avoir de l'analité, c'est-à-dire qu'il n'a plus une matière première interne fluide et liquide, mais il commence à avoir une matière première un peu consistante, un peu pâteuse, un peu, bon, ayant les caractéristiques de l'objet anal. Hein. Si vous le mettez absolument dans un pot complètement rigide, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, c'est bien, t'es sur ton pot, tu as 30 secondes, ça d'accord. Vous voyez, alors que cet enfant, ce dont il a besoin, c'est de s'éprouver que c'est rien qu'il a fait, c'est quand il veut, au moment où il veut, etc. Et dans une bonne situation historique courante, la mère attend. Et ce qui est important dans la fonction médium malléable de la mère, c'est qu'elle soit capable d'attendre que ce soit le bon moment pour lui, c'est-à-dire le moment qui est subjectivement, le moment où il a le sentiment, où il a la certitude que c'est bien lui qui va la produire, cette crotte, que c'est bien sa création. Donc, vous voyez, cette fonction médium malléable, c'est pour ça que je ne la définis pas par rapport à une propriété perceptive particulière, je la définis par rapport au processus d'accueil de l'expérience subjective en souffrance. Donc il faut que l'objet proposé soit utilisable, qu'il soit utilisable. Et c'est ça la fonction médium malléable. Alors ensuite, si on regarde le modèle du jeu, donc un enfant est venu loger dans... bon, j'insiste aussi sur encore un autre élément. Ce qui est externalisé, ce qui est projeté, ce qui est halluciné, c'est non seulement une caractéristique de l'expérience subjective, mais c'est aussi des caractéristiques des processus qui permettent de la traiter. Exemple, Totémitabou, chapitre de Totémitabou sur l'animisme, la fonction animique. Freud est là en disant rien n'est dans la pensée qu'il fut alors d'abord dans les sens. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est Leibniz. Non, c'est Locke. Leibniz dit oui, sauf la pensée elle-même.
Leibniz, c'est essai sur l'entendement humain. Locke, c'est essai sur l'entendement humain. Leibniz, c'est nouvel essai sur l'entendement humain. Et la nuance, c'est de dire, ah non, attendez, la pensée, elle n'est pas... Elle peut être dans la pensée sans avoir été dans les sens. Troisième étape, Freud, sa pensée sur l'animisme. Et la pensée sur l'animisme, vous allez trouver dans le chapitre sur l'animisme de Théorie Métabou, c'est très dit, comme vous savez. Les processus psychiques, ils ne sont pas faciles de faire. Ils ne sont pas faciles parce qu'ils sont matériels, parce qu'ils sont plus à l'intérieur de nous. Alors, ce que fait la pensée animique, c'est aussi bien la pensée des animismes que la pensée des enfants, l'animisme infantile, c'est de venir loger les processus de pensée dans des processus extérieurs de façon à pouvoir les rendre visibles. Autrement dit, ce que Freud propose, ça c'est tout à fait fondamental, c'est l'idée que nos processus de pensée, nos processus de transformation, ils ne sont appropriables que si nous pouvons en quelque sorte les matérialiser. Alors, exemple simple, comment j'emboîte deux expériences, comment j'associe deux expériences entre elles. Alors je prends ma main, une main ou l'autre main. Je les lâche. Là, vous êtes un tout petit bébé, quelques semaines, il joue assemblage, désassemblage. Et c'est le corps propre. Un peu plus tard, je prends un Lego, je prends un deuxième Lego, je fais une jolie bourse. Ce sont mes processus de pensée et de liaison. Pourquoi est-ce que les enfants jouent à l'emboîtement? Quel est leur intérêt de jouer à l'emboîtement? Leur intérêt de jouer à l'emboîtement, c'est qu'ils matérialisent les processus internes d'emboîtement à travers le jeu. Ça, c'est une idée qui a été très très bien développée par Erik Erikson. J'en parlais à Yannick Jacquet la semaine dernière au séminaire. Lucien PPC, c'est une question qui est complètement, qui est fondamentale. C'est que non seulement la pensée, elle est, mais pour qu'elle devienne appropriable, il faut qu'elle aussi, d'une certaine manière, elle soit représentée. Patient de Michael Balint, patient borderline, très très figé sur lui-même. Un beau jour, il y a une mutation dans la cure. Le patient se lève et il fait une pirouette. C'est négatif. Parce qu'il lui montre un processus de retournement. C'est un patient qui avait des processus de retournement qui sont les premiers processus de transformation sidérés. Pour retourner déjà les situations, on m'a fait vivre ça, si je suis trop terrorisé, je vais faire vivre à l'autre. Et pour pouvoir me la représenter, il faut que je commence peut-être par le faire vivre à l'autre. Il faut que je puisse retourner la situation. Alors ça, c'est les choses qu'on a dans la criminalité, c'est les choses qu'on a dans l'identification projective, c'est je fais vivre un autre sujet, c'est la situation d'analité que je décrivais tout à l'heure. Dans un premier temps, l'enfant, il subit les absences et les présences de sa mère. Quand il est sur son pot, il passe sur le trône. Et c'est lui qui commande l'absence ou la présence. Il inflige à sa mère les mêmes situations que celles qu'il subissait avant quand la mère partait ou quand la mère revenait, indépendamment de lui. Là, c'est lui qui commande. C'est pour ça que c'est un processus important dans la population subjective, parce que c'est lui qui commence à faire leur expression. On sent qu'il faut que les mères attendent un certain temps, comme dit Jean Arnaud, le temps qu'il faut pour que le processus projectif puisse avoir lieu, et puis qu'à un moment, elle dit, basta, ça suffit. Mais comme dans l'expérience initiale, l'absence de la mère avait une fin. De nouveau, la mère revient, elle revient en disant, bon, maintenant c'est fini. Donc, nos processus psychiques aussi, quand vous regardez le jeu de la bonne, plutôt vous regardez d'abord le jeu de la statue. Vous connaissez le jeu de la statue? C'est un jeu auquel Winnicott joue avec une petite fille. Elle est hors d'elle, elle est papa, elle lui hurle sans arrêt, etc. Winnicott le prend sur les doigts, elle lui prend le doigt, mort, une fois, deux fois, trois fois. Si on avait du temps, je vous raconterais pourquoi trois fois, pourquoi pas quatre, pourquoi pas deux, c'est trois, c'est bon.
Vous mordez un doigt une fois, vous avez pu le prendre par surprise. Ça ne vous donne pas d'information sur ce qui se passe dans la tête du doigt. Donc il faut le remordre une deuxième fois. Une fois qu'il a été mordu, il s'attend éventuellement à être mordu. S'il ne veut plus être mordu, il se barre. S'il se laisse mordre une deuxième fois, vous avez mordu un doigt qui acceptait d'être mordu. Alors la troisième fois, vous mordez un doigt en sachant qu'il accepte d'être mordu. Vous avez fait une expérience intersubjective. Alors que les expériences premières, ce sont des expériences préalables. Donc il faut qu'elle le morde 3 fois. Donc elle le mord 3 fois, elle lui arrache un petit bout de peau, etc. Donc après, Winnicott lui dit d'accord, mais il n'est pas maso, hein, il dit 3 fois ça suffit. Tiens, essaye avec ça, il lui tend la spatule, elle prend la spatule, elle mord la spatule, mais maintenant elle peut mordre la spatule parce qu'elle est sûre que la spatule ne va pas la mordre quand elle mord la spatule. Parce que tant que vous n'avez pas fait l'expérience de mordre un doigt qui ne vous mord pas en retour, vous n'êtes pas sûr du tout que les objets que vous allez mordre ne vont pas vous mordre à leur tour. Quand vous n'avez pas fait l'expérience d'un doigt qui survit à la morsure sans représailles, vous ne pouvez pas utiliser une spatule. Donc, autrement dit, votre spatule est extrêmement dangereuse. Dans un roman de Philippe Cadic, à un moment donné, il y a une héroïne qui est parano, prend le pouvoir sur la Terre, et elle a un monde, le monde devient parano. Et quand le monde devient parano, les gens approchent leurs mains des poignées de porte pour saisir la poignée de porte. Et la poignée de porte est saisie, il les prend. La rétorsion. C'est un monde parano. Il y a un retour de la projection immédiatement. Je demande d'arrêter quelque chose et cette chose n'est pas. Si vous ne voulez pas être dans un monde comme ça, alors il faut que vous ayez fait l'expérience que vous pouvez prendre la poignée de porte et que quand vous prenez la poignée de porte ne vous prend pas. Ça passe par un doigt mordu et qui ne mord pas son doigt. À ce moment-là, elle peut prendre la spatule, elle peut la mordre et elle peut faire ce qu'elle ne peut pas faire avec le doigt, elle peut la jeter. Donc elle la jette, Winnicott la prend, lui rend. Elle la jette, Winnicott la prend, lui rend. 3 fois, pour les mêmes raisons. Première fois, elle a acheté la spatule, Winnicott l'a ramassée, il a peut-être une, je sais pas, une psychose de la ménagère. Et qui voit un objet par terre, il le ramasse. Donc c'est pas significatif. Il faut qu'elle recommence. Alors elle commence une deuxième fois, s'il a une psychose de la ménagère, il prend la spatule, il la met très loin, il dit non, je te la donne pas pour qu'il la rejette par terre. Hein. Bon. S'il lui rend, c'est qu'il est la colère. Et à ce moment-là, elle jette la spatule en sachant comme de la prendre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on crée? On crée une ficelle. Quand vous allez créer une ficelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez jouer à la bobine. Quand on joue à la bobine, on joue avec une ficelle qui est attachée par une bobine. Et on joue à un jeu extraordinairement subtil qui se joue entre main et oreille. Parce que vous jetez la bobine et vous ne la voyez plus, donc elle a disparu. Elle est absente. Mais vous la gardez en main. Et vous tirez, vous la faites revenir. Et donc, vous voyez, c'est un jeu intra-sensorialité. Je joue à me faire croire que la bobine a disparu, donc je suis complètement rassuré sur le fait que ma mère va revenir, mais je joue à absenter ma mère tout en sachant, pour jouer à absenter sa mère, il faut être sûr que la mère va revenir. Autrement, je ne peux pas jouer à l'absenter. On doit la perdre. Mais ça, c'est un tout autre jeu. D'accord, donc vous voyez que les processus psychiques, le lien, il est représenté dans le jeu lui-même. On peut même dire que, d'une certaine manière, l'écran du lit représente le refoulement. Je fais disparaître, mais je garde le lien avec la chose. Ça, c'est typiquement le processus de refoulement. Dans le processus de refoulement, je fais disparaître de la conscience, mais je garde dans le moi. Alors, dans les processus de projection, je jette l'objet au loin, je ne garde pas un lien avec l'objet. Donc, il faut que l'objet. L'autre sujet qui est là me rentre. Donc, vous voyez, ça c'est tout à fait important. À partir du moment où j'ai pu commencer effectivement à loger quelque chose à l'intérieur de l'objet, il faut que je puisse loger dans la situation aussi les processus du traitement. Et quand vous faites l'analyse d'une situation avec un enfant, que vous voulez analyser comme une situation de symbolisation, il faut à la fois pouvoir repérer quel fragment d'expérience l'enfant met en scène et quel processus il met aussi en scène de traitement
de ces expériences. Et là, vous commencez à avoir une espèce d'externalisation, non seulement du fragment d'expérience psychique qui est à symboliser, mais aussi du processus de symbolisation. Et vous pouvez, d'après l'analyse du jeu, être capable de voir comment l'enfant peut transformer. Ça se fait très bien. Ça. Quand on a commencé à travailler les choses comme ça, quand on a commencé à travailler avec les patients anorexiques et la pathologie, on avait des patients anorexiques hospitalisés avec une menace létale, c'était vraiment en danger. Bon, il y avait eu toute une série de travaux avant qui avaient travaillé la question de l'anorexie à partir de la nourriture. Je ne sais pas quelle est votre expérience, nous par la nourriture. Avec l'expérience de l'anorexie à partir de la nourriture, ça ne vaut pas grand-chose. C'est malheureusement un peu trop ce qu'on fait dans certaines techniques cognitives comportementales. Nous, on était arrivés à l'idée que si les anorexies ne pouvaient pas manger, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas transformer. Elles ne pouvaient pas s'approprier. Et donc, il fallait les aider à travailler le processus de transformation de la population. Et l'idée, à ce moment-là, a été de leur proposer un squiggle pathologique. Un squiggle de transformation. Comme avec les anorexiques adolescentes, le grabouillon squiggle à la Winnicott ne paraissait pas adapté. Comme elles étaient super malines sur un plan cognitif, le squiggle, modèle récit alterné. Vous avez vu Berger ici, il vous apparaît un peu, non? Il n'avait pas encore eu, il avait un autre. En tout cas, avec Berger, on avait travaillé le problème des squiggles sous forme de récit alterné avec des préados, par exemple. Alors, un squiggle, qu'est-ce que ça donne? Il y en a un des deux qui dit il était une fois un roi qui habitait sur une grande montagne. Et l'autre continue en disant oui, mais il se sentait extrêmement seul, condamné, il y avait dans son pays. C'est pas un cadavre esquis au sens où chacun ne sait pas ce que dit l'autre, c'est vraiment la construction à deux d'un récit. Et c'est sous forme de squiggle, c'est-à-dire qu'à chaque moment, vous pouvez transformer les données. Il est dans la plus grande détresse, oui, mais il y a un sauveur qui débarque au coup d'après. Et puis après, ou alors il y a un sauveur qui vient de débarquer, oui, mais en fait, ce sauveur, ça va être un pire sadique. Vous pouvez transformer les choses d'une phrase sur l'autre, c'est extraordinaire. Et ça, avec les filles, comme les anorexiques qu'on avait, super malines, super aisées dans le langage, non, mais c'était pas ça. Donc on est parti de l'hypothèse qu'il fallait leur proposer quelque chose qui soit à la fois tolérable dans le monde, et en même temps qui ne soit pas quelque chose dans lequel ça soit facile de composer. Donc l'idée est de leur faire un squiggle pathologique. Le problème du squiggle pathologique, ça a été la pâte à modeler. Parce que vous avez des pâtes à modeler modèle Carrefour, vous connaissez la pâte à modeler. Vous savez, c'est ces petits bâtonnets que vous achetez comme ça devient merdique très très vite. C'est tout mélangé, c'est des fausses couleurs, etc. Donc autrement dit, au bout d'un moment, il ne faut plus de terrain, parce que c'était carrément tout le terrain dans la mer, il faut transformer la mer. Après, on a essayé, il y a eu les pâtes à modeler flots. Vous savez, c'est une méthodologie, je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, à la recherche de l'objet méthodologique. Les pâtes à modeler flots, vous savez, les flots, vous connaissez les particularités, c'est celles qui sont dans les petits pots, comme ça. Ça colle au doigt, etc. C'était trop fléchi, c'était trop flou, c'était trop collant. Avec la problématique d'emprise, c'était comme si je prenais la pâte à modeler et je le prenais au moment où on a fini par trouver de la pâte plume. Il y a une pâte plume, elle est blanche, mais pas d'un blanc laiteux, ce qui serait aussi très provocateur, qui est un blanc un peu grisaillé, quoi. Mais c'est quand même suffisamment blanc, elle ne se salit pas, elle ne devient pas merdique, elle n'est pas floue, elle ne vous colle pas après. Donc on a trouvé, quand on a trouvé l'objet, et alors qu'est-ce qu'on a commencé à voir que l'utilisation que les anorexiques pouvaient faire de la pâte à modeler était extrêmement réduite. Et il a fallu, en quelque sorte, les aider à utiliser la pâte à modeler. Qu'au fur et à mesure qu'on les aidait à utiliser la pâte à modeler, qu'on travaillait bien sûr uniquement avec tout ça, eh bien, d'une certaine manière, c'était leur propre processus de transformation. Vous avez le travail de Françoise Richard, qui doit être quelque part dans la bibliothèque ici, qui relate un peu tout ce travail-là.
Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Le choix du médium malléable, le choix de la médiation, le choix de l'analyse des processus, c'est non seulement l'expérience à symboliser, mais c'est aussi du processus pour symboliser cette expérience qui va pouvoir se développer. C'est le problème majeur d'un certain nombre de ces groupes à médiation qui sont faits par des non-cliniciens. Moi, je pense des groupes comme ça, qui sont faits par des éducateurs pour la formation systémique. Et alors, ils ont décidé de faire un groupe compte. Alors, le groupe compte, il a 3 temps. Un premier temps où on est assis sur sa chaise, on écoute le compte, ensuite on joue le compte, ensuite on décide le compte. Le problème, c'est que vous avez des gamins psychotiques. Les gamins psychotiques, quand le loup arrive, ils sont le loup, ils glissent par terre, etc. Reste sur ta chaise, bouge plus, fais pas ci. Les processus de transformation sont arrêtés à travers des comportements qui les incarnent. Après, ça ne marche pas si bien qu'on pensait. Ben oui, ça ne marche pas si bien qu'on pensait. Parce qu'à partir du moment où vous dites, vous allez transformer cette expérience, mais attention, hein, pas avec des processus, parce qu'ils ne sont pas permis. Il y a plus de transformation possible. Pour moi, nos enfants, de faire quelque chose qui est tout à fait hors de portée de leur capacité de symphonisation. Il nous reste encore une semaine. Bon, on verra. Peut-être que j'avais quand même bien envie de vous dire, de revenir après quand même sur... parce que là, on est... Globalement, mes exemples, je les prends dans des jeux avec des hommes-jeux. Et les jeux avec des hommes-jeux, ils peuvent se développer, c'est l'exemple que je vous ai à l'heure de l'école, que s'il y a eu préalablement des jeux avec des autres sujets, des jeux intersubjectifs. Ça vaudra le coup qu'on réfléchisse un peu sur la problématique du jeu intersubjectif et de ses conditions. Réfléchissons là-dessus. Merci de votre attention. Merci.